Oh, figure d'angoisse! Ça va ou quoi? Comme vous pouvez le voir avec cette expression sudiste, nous allons parler de Marseille. Mais attention, parce que pour les non-initiés, la cité phocéenne malheureusement se traîne une image plus ou moins glorieuse. Que ce soit avec son OM et la passion inébranlable de ses fervents supporters, ses humoristes, mais également sa scène hip-hop avec du bon, du très bon, et... Cependant, Marseille c'est bien plus que ça. Véritable carrefour culturel en plein milieu de la Méditerranée où Turcs, Maghrébins, Arméniens, Espagnols ou encore Italiens se côtoient. Son vallon des Offres, sa corniche, le Prado et son David, en passant par la Madrague, le Vieux-Port, le Cours Julien, le Parc Borély, les îles du Frioul, le Château d'If, la Bonne Mère et sans oublier Callelongue avec son très fameux boulevard des Pébrons, tous ces éléments connus ou non ont construit une relation particulière entre cette ville et moi. Depuis ma naissance, j'y retourne au moins une fois par an pour me replonger inlassablement dans ce bien-être inexplicable que je ne retrouve nulle part ailleurs. En gros, pour moi, Marseille, c'est comme une drogue qui m'incite à reprendre ma dose lorsque le manque se fait sentir. Et qui de mieux pour représenter cette région et cette ville que le célébrissime monsieur Marcel Pagnol, membre de l'Académie française, s'il vous plaît. On va pas se mentir, qu'on aime ou non ce mec, il mérite un respect monumental. Pour faire simple, le mec était prof sur Paris et a décidé du jour au lendemain de tout lâcher pour devenir écrivain et metteur en scène au théâtre. Mais comme si ça suffisait pas, il est devenu réalisateur et a adapté plusieurs de ses œuvres manuscrites au cinéma. La nostalgie de sa région natale le poussera à redescendre sur Marseille en 1934 où il y créera une boîte de production et ses propres studios. Il devient donc scénariste, adaptateur, dialoguiste, metteur en scène et s'entoure des plus gros acteurs français de l'époque, parmi lesquels Fernandel, Pierre Freinet et surtout le grand Rému, dont Orson Welles avait dit un jour qu'il était le plus grand acteur au monde. S'ensuivent des œuvres cultes comme La femme du boulanger, La fille du puisatier ou alors César, premier volet de la trilogie César Marius Fanny. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui se situe en 1952, année à laquelle Marcel Pagnol décide d'adapter au cinéma Manon des Sources, film divisé en deux parties, la première éponyme et la deuxième du nom du Golin. Nous nous retrouvons donc dans la petite commune fictive des Bastides Blanches où vit Manon, une petite fille des collines dont le père est décédé. Et elle se confronte malheureusement à la réticence, voire à la méchanceté des habitants du village. Et c'est 10 ans plus tard que Marcel Pagnol réécrira ses films en livre pour son diptyque de l'eau. Manon des Sources, Jean de Florette, du moins dans l'autre sens, Jean de Florette, Manon des Sources, qui serviront de base pour l'adaptation remake de Claude Berry en 1986. Décrié par certaines personnes, Claude Berry possède quand même une bonne carte de visite. À quelques différences près, son parcours est quasiment identique à celui de Marcel Pagnol et c'est en cela qu'il doit être respecté. Il n'est certes pas un génie de la mise en scène, mais possède quand même à son actif quelques bons films comme Ciao Pantin, Germinal qui est... ou les deux films dont il est question aujourd'hui. Alors oui, je sais, vous allez me dire que ce ne sont pas des remakes officiels, mais une adaptation de la réécriture des films de Pagnol. Cependant, il est quand même intéressant pour moi de comparer le travail réalisé en 1952 et en 1986 et de voir ce qui différencie les deux et surtout en quoi elles se complètent. Commençons d'abord par l'original. Manon des Sources se situe, comme dit précédemment, après la mort du père de celle-ci. Nous suivons donc les explications de certains habitants du village sur ce drame, pendant qu'une horrible tragédie arrive, la disparition de l'eau dans le village. Alors bon, dès les 10 premières minutes du film, le spectateur peut tout de suite remarquer la patte Marcel Pagnol sur les dialogues. Les plus initiés sauront de quoi je parle, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop, dites-vous que la plume de Marcel Pagnol était, est et restera inégalée, même avec la plus grande volonté du monde. Sorte de Michel Audiard du Sud, il savait créer des situations burlesques au dialogue savoureux et Manon des Sources en est un très bon exemple. Parce que si on regarde l'entièreté des deux films, faites des deux parties du coup qui font près de 4 heures, le nombre de séquences est dérisoire. En effet, il y a très peu de lieux et donc très peu de changements de séquences. Alors oui, certains diront que ça peut rendre le film ennuyeux car on peut même rester quasiment une demi-heure dans les mêmes lieux avec les mêmes personnages, mais je ne suis pas du tout d'accord. Car oui, la force de Marcel Pagnol réside dans la capacité qu'il a à captiver le spectateur durant ces séquences, avec notamment ses dialogues et surtout le charisme de ses personnages. Nous ne pouvons que boire les paroles du maire, du boucher, de Monsieur Belloiseux ou même de l'instituteur servi par un excellent Raymond Pellegrin. Ainsi, dans ces discussions de comptoir, les personnages sont caractérisés, les enjeux sont posés et nous pouvons choisir notre camp. Mais s'il y a bien une séquence qui est une démonstration d'écriture, c'est bel et bien celle du sermon du curé. Cette dernière est d'une puissance inouïe et élevée dans les cieux par l'interprétation de Henri Wilbert. Pour faire simple, le film nous fait rapidement comprendre que Hugolin, un des habitants du village, ainsi que d'autres habitants du village, sont responsables en quelque sorte de la mort du bossu, c'est-à-dire le père de Manon. Et c'est dans ce sermon que le curé les juge tous, un par un, sans exception. Il leur reproche, et sans citer les faits, avec de très belles métaphores, de n'avoir rien fait pour aider le bossu auparavant, et maintenant qu'il n'y a plus d'eau, de venir faire les faux culs, prier et demander de l'aide à Dieu. Mon Dieu que cette scène sonne juste
Elle dure près de 20 minutes et on ne quitte pas le curé d'une semelle. Et c'est là que nous voyons tout le talent de l'acteur qui mange l'espace de par sa présence. Il est filmé en légère contre-plongée et individualisé face à la masse d'habitants réduits au rang de moins que rien. C'est donc pour ces raisons que c'est LA scène du film qui vous laisse sans voix, surtout lorsqu'on sait ce qu'ont subi Manon et sa famille par le passé. Qu'ont-ils fait à ce bossu, vous allez me dire? Eh bien les explications seront orales dans la version de Pagnol, mais factuelles et surtout montrées dans celle de Berry. Je vous laisse donc toute la surprise pour la suite. Cette légère parenthèse fermée, nous pouvons continuer à parler des acteurs qui sont tous monstrueux de justesse. J'émettrai cependant une légère retenue sur Jacqueline Pagnol qui selon moi n'est pas à la hauteur, d'autant plus que son personnage n'a pas l'accent du Sud. Et c'est plutôt problématique pour quelqu'un qui est censé être né et qui est censé vivre dans le sud de la France. Mais s'il y a bien un acteur qui est bluffant dans les deux films, c'est bel et bien Rélis. Et rien à voir avec Railes, hein. Il cristallise avec son magnifique personnage d'Hugolin une sorte de mélange d'égoïsme, de souhait de réussite, de culpabilité et d'amour fou. C'est très simple, je vous laisse juger par vous-même avec cette séquence qui, je trouve, est magnifique. Manon, écoute-moi bien. Suppose que ça soit vrai ce qu'ils disent. C'est pas vrai! Je fais une supposition, et alors, imagine-toi, imaginez-vous que d'avoir fait un si grand crime, ça m'a causé un gros souci, ça m'a fait parler tout seul, ça m'a coupé le premier sommeil. Imaginez-vous que ça m'arrive même à midi, même en plein soleil, d'entendre cet harmonica du bossu qui me joue une petite chanson pour me faire un grand reproche. Et puis tout d'un coup, ça m'arrive que je te vois, que je t'aime, que je te veux. Tu ne crois pas que ça ferait un mélange terrible? Tout le regret du mal que je t'ai fait, tout le plaisir du bien que je veux te faire. Ceci étant dit, il serait quand même un peu temps de parler de notre petit Claude Berry, non? Comme dit précédemment, Claude Berry a plutôt décidé de faire une adaptation de la réécriture de Pagnol plutôt qu'un remake à proprement parler des deux premiers films. Les paris étaient donc très grands. Faire une bonne adaptation, être à la hauteur des deux premiers films, et surtout, essayer de trouver des acteurs aussi talentueux que ceux de la première version. Et on peut dire que Claude Berry s'en sort vraiment bien. Dans le premier volet, nous nous retrouvons des années avant Manon des Sources, donc l'original, face aux Soubeyran, une puissante famille de la région. Hugolin rentre de son service militaire et rejoint son oncle, surnommé le Papé, qui a pour envie de refaire le grand verger des Soubeyran, alors que son neveu, lui, veut plutôt se lancer dans l'exploitation des œillets. Ils veulent donc acheter une ferme non loin d'ici avec une source sur son terrain. À la mort du propriétaire de cette fameuse ferme, notre duo décide de boucher la source pour faire baisser les enchères et la toucher à moindre coût. Cependant, couille dans le potage, un mystérieux héritier débarque du nom de Jean de Florette, accompagné de sa petite famille. Hugolin et son oncle vont donc essayer de récupérer cette ferme à tout prix. Et c'est là que se situe la grande différence avec l'original, la relation Hugolin-Papé qui n'était pas du tout exploitée, ou du moins pas de la même manière dans les films précédents. Ici, Yves Montand campe parfaitement ce personnage machiavélique du Papé qui était totalement mis de côté et un peu raillé dans la version de 52. C'est mon avis, hein, mais on passe de ça. Je les emmerde tous. Oui, tous. Une personne un peu sénile et inutile au récit, à... Imbécile, mais tu veux faire des œillets ou te faire des amis? En voilà un de couillon. Il me semble que j'entends parler ta pauvre mère. Quand on a commencé d'étrangler le chat, il faut le finir. Mieux, non? Même si Henri Poupon était particulièrement drôle, je préfère à 100% la version réécrite de Pagnol et donc adaptée de Claude Berry. Et pour ce qui est d'Hugolin... comment dire? Rélis avait déjà mis la barre haute. Très haute, et le pari n'était donc pas facile. Les candidatures étaient pourtant nombreuses. Coluche, mais qui finalement ne correspondait pas assez au personnage, Jacques Villeray qui s'est vu refuser le rôle par Yves Montand, et Daniel Auteuil. Il était habitué à des comédies un peu potaches, type Les Sous-Doués passent le bac ou Les Sous-Doués en vacances, ce qui fait que Claude Berry ne croyait pas du tout en ses capacités d'interprétation. Cependant, Auteuil a senti que ça pouvait être le rôle de sa vie, ce qui allait changer sa carrière à tout jamais pour prendre un autre tournant et enfin être pris au sérieux. Il a donc repris son accent avignonnais natal, c'est enlaidi à un point, parce que déjà qu'en fait il était vachement complexé par son aspect physique, il s'est dit bah allez-y là, mettez-moi encore plus moche que je ne suis, les oreilles en chou-fleur, les dents jaunes, les cheveux roux mais crasseux et un teint dégueulasse, et il a tenté sa chance. Résultat, Montand, impressionné par son casting, a convaincu Claude Berry, qui a appelé Daniel Auteuil en penny, qui lui a dit « Bon petit, tu pourras remercier le vieux, mais le rôle est à toi. » C'est beau comme histoire quand même, non? Et quelle partition nous livre ce jeune acteur? Son personnage étant bien plus complet et complexe que celui de Rélis, il se laisse embrigader par son oncle,
et se sent vachement coupable à la mort du bossu et cela le rongera indéfiniment. Pour moi, il se met au diapason et dépasse même quelquefois l'ancien interprète. Je vous laisse juger. Papé, je viens d'arrêter la pendule dans la maison de Monsieur Jean. Et c'est pour ça que tu pleures. Et c'est pas moi qui pleure. C'est mes yeux. De plus, Berry use d'un stratagème vieux comme le monde, mais qui fonctionne toujours, pour montrer la dualité de ce personnage qui est Hugolin. Dans ce plan où il aide Jean de Florette à emménager, nous pouvons voir son reflet dans un miroir. Cela montre donc ses deux facettes. D'un côté, un paysan qui veut duper les nouveaux habitants en leur cachant l'existence de la source pour récupérer leurs terres, et de l'autre, quelqu'un qui se fait bien voir de cette famille et qui se prend peu à peu d'amitié avec eux. Et cela amorce malheureusement le long et lent périple de ce pauvre Jean, condamné à faire des dizaines de kilomètres à pied chaque jour pour aller chercher 3 misérables seaux d'eau pour pouvoir arroser ses récoltes. Et mon Dieu que ça fait mal au cœur. Tout le monde, personne veut les aider, personne veut les aider, tout le monde les regarde de travers. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un dans la vie là. Et c'est bel et bien le message fort du film qui critique malheureusement la mentalité de cette région, surtout avant, qui fait que si on n'était pas de là, personne ne vous parlait, personne ne vous aidait, même si vous vous dirigiez petit à petit vers la mort. Alors bien sûr c'est un peu exagéré parce qu'il n'y a pas vraiment, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait laissé crever des personnes parce qu'il n'était pas du village, mais malheureusement il y a quand même cette mentalité, et il y avait et il y a toujours, à quelques exceptions près, cette mentalité de si tu n'es pas du village, tu es un peu mal vu et tu mets énormément de temps à t'adapter. Et durant ce long chemin de croix, le film est accompagné de la magnifique musique de Jean-Claude Petit, inspirée de l'opéra de Verdi, La force du destin. Tout est dans le titre et cela résume parfaitement le film. Le destin et la fatalité des hommes face à celui-ci. La deuxième partie, quant à elle, qui reprend du coup les événements des deux films originaux, est un peu en dessous selon moi, même si elle a de bonnes qualités. J'aime surtout le remords d'Hugolin qui développe une sorte d'obsession envers Manon et qui veut tout faire pour se racheter auprès d'elle. Mais ce qui élève ce film, c'est surtout sa fin. Alors je vous préviens de suite, si vous ne l'avez pas vu, veuillez sauter la timecode indiquée juste ici. Dans cette séquence, le papé apprend que Jean de Florette était en fait le fils qu'il a eu avec son amour de jeunesse, Florette. Il n'a jamais reçu la lettre le prévenant de cette grossesse et a donc pensé que c'était le fruit d'une autre relation. Le drame est donc qu'il s'est acharné sur ce pauvre Jean jusqu'à sa mort alors qu'il s'agissait du fils qu'il a tant voulu toute sa vie. Le remords tuera donc le papé. Et putain que cette scène est puissante. D'une, elle te met une claque monumentale et de deux, elle renforce le côté dramatique du film. Franchement Pagnol, chapeau d'avoir mis ça a posteriori parce que ça relève toute l'œuvre et lui donne une portée vraiment tout autre. Le pire dans tout ça, enfin le pire vous allez voir, c'est que dans l'original, les paysans savaient que Jean était le fils de Florette. Mais il ne fallait pas l'aider parce que on se mêlait pas des affaires qui ne nous regardent pas. Sauf que là, dans le remake, ils ne le savent pas et quand ils apprennent que c'était le fils de Florette, bah t'aurais dû nous le dire que c'était le fils de Florette. Ah, si on avait su ça avant, on l'aurait aidé. Mais qu'est-ce que c'est que cette putain de mentalité de merde? Cherchez pas d'excuses, bordel. Et comme dirait René, vous avez rien fait. Vous avez été nul à chier. Pour finir, vous comprendrez que j'ai aimé les deux versions, même si j'ai une petite préférence pour celle de Berry. Les films de Pagnol sont à voir, hein, vraiment, ne serait-ce que pour la qualité des dialogues et la maestria de certaines séquences. Cependant, j'avoue avoir été plus touché par le périple de Jean et de sa pauvre famille, et aussi par les relations Hugolin-Papé, Hugolin-Jean de Florette, Hugolin-Manon. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire, on s'en bat les couilles de l'eau, et là, toute l'histoire tourne autour de l'eau. Sauf que non, pour moi, c'est comme un Where Will Be Blood provençal. Pourquoi? Dans Where Will Be Blood, tout le truc du film, les tensions, tout ça, réside par rapport à la matière du pétrole. Parce que c'est quelque chose de vachement important pour le territoire, la richesse, tout ça. Ici, c'est l'eau. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas cultiver, donc vous ne pouvez pas vous nourrir, vous ne pouvez pas avoir des recettes par rapport à vos récoltes. Et l'eau est donc une denrée rare et elle suscite des conflits, des drames, toute l'essence du film, quoi. Et je trouve ça particulièrement magnifique. De plus, le remake est servi par un casting, excusez-moi du peu, Yves Montand et Gérard Depardieu qui étaient déjà très confirmé, et ça a lancé Emmanuel Béard et Daniel Auteuil pour une carrière dont ils n'ont pas à rougir. J'espère que ça vous aura plu, et surtout que je vous aurai donné envie de voir ou de revoir ces très bons films. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, adesias.